On continue, on enchaîne. Merci aussi de vos interventions les uns les autres. Merci, bonne journée. Nous continuons d'explorer ce thème du temps de travail pour parler des nouveaux rythmes de travail. On va rebondir sur ce que Denis Maillard nous a dit tout à l'heure. Il a parlé des voies du télétravail. Il a parlé du chômage qui est un temps de réflexivité. Et il a parlé aussi de tout ce qui est autour de la qualité du travail et des conditions de travail. Et finalement, on va retrouver ça dans le temps qui vient maintenant. Nous accueillons Pascal Leroy. Pascal Leroy, économiste de l'agence d'urbanisme Paris Région, auteur de l'ouvrage collectif À distance, la révolution du télétravail. Et Anne-Sophie Vergne, elle a été longtemps salariée, Anne-Sophie. Elle est devenue consultante et formatrice dans une matière qu'elle appelle renforcement positif en entreprise, après 2 ans de réflexivité, justement. Et elle est elle aussi l'auteure d'un livre, Je peux pas, j'ai rendez-vous avec moi. Et on devait avoir Benoît Boritz. Malheureusement, il est souffrant, donc il ne sera pas là ce matin avec nous. Eh ben, on va en profiter parce que c'est notre dernière table ronde des temporels. Voilà. Donc là, on essaiera aussi d'avoir un temps de travail avant les conclusions. Je vais commencer par vous, Pascal. En mars 2020, le confinement a fait basculer toutes les entreprises en France dans le télétravail. Clairement, c'était vraiment une pratique peu généralisée. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Vous avez fait une grosse étude là-dessus. Oui, alors peut-être que je pourrais... Alors déjà, je ne suis pas auteure, j'ai coordonné cet ouvrage avec les PUF. Peut-être que c'est mieux de prendre le micro, je pense. Ouais, vous l'aurez plus près de vous. Comme ça, on m'entend bien ? Oui, très bien. Alors, je ne suis pas auteure, même si j'ai écrit un article dans cet ouvrage. C'est un ouvrage collectif qui a réuni une quarantaine de personnes, des chercheurs, des professionnels, syndicalistes et autres, sur le thème du télétravail. Donc, je travaille à l'Institut Paris Région. C'est une grosse agence d'urba sur la région Île-de-France. Et chaque année, on sort un ouvrage sur une thématique qui nous paraît pertinente pour nos métiers. Donc cette année-là, c'était le télétravail parce qu'on s'est demandé ce que ça pouvait changer sur la région Île-de-France, mais sur l'ensemble de la France en fait, puisque les articles ont une portée nationale. Ce que le télétravail peut changer sur le travail lui-même, mais aussi sur le logement et sur les territoires. Donc ça brasse vraiment très large. Pour en revenir à votre question, enfin sur le thème qui est plus aujourd'hui, c'est vrai que ça a été vraiment un choc puisque le télétravail, on en parle depuis les années 80, le rapport Minc sur l'informatisation, parce que le télétravail, c'est ça. Il faut avoir des outils numériques pour télétravailler. Mais en France, ça ne s'était pas vraiment développé, contrairement à d'autres pays, des Pays-Bas par exemple. Et donc c'est la pandémie, en fait, qui a imposé le télétravail en France et qui a fait que tous les métiers qui pouvaient être exercés à distance, c'est-à-dire avec des outils informatiques, se sont mis à l'exercer. Et après, il y a un consensus dans cet ouvrage pour dire que certainement, on ne reviendra pas en arrière. Après, qu'est-ce qu'on entend par télétravail ? Donc, pour dire que c'est important ou pas important. Donc, en fait, il y a la proportion de gens qui télétravaillent régulièrement, un jour ou plus par semaine, par exemple. C'est ce qu'on retient, nous, dans nos enquêtes. Alors, en Île-de-France, on est passé de 20% avant la pandémie à 43% en 2021, 44% en 2022 et 45% en 2023. Donc, c'est les résultats de l'enquête que j'ai laissés d'ailleurs sur la table. Donc, on a plus l'impression, par rapport à ces chiffres, qu'après l'explosion, on s'est installé à un taux à peu près régulier autour de 45%. Et ensuite, ce qu'il est important de regarder dans le télétravail, c'est évidemment l'intensité. Combien de temps on en fait, combien de jours par semaine ? Parce que ça, c'est extrêmement variable. Donc à un moment, on est parti dans des sortes de fantasmes, tout le monde va être 100% télétravail. C'est pas du tout le cas, enfin, ce qu'on voit nous dans nos enquêtes, c'est pas du tout le cas en Île-de-France. Et la proportion, par exemple, des gens qui télétravaillent plus de 4 ou 5 jours par semaine, elle s'est réduite. Elle est seulement de... Alors, il faut que je regarde mes notes, parce qu'évidemment, j'ai oublié. Elle est seulement de...
Ouais, elle est passée de 26% en 2021 à 13% en 2023. Par contre, ce qui se stabilise, c'est le nombre de personnes qui télétravaillent 2 jours par semaine. Donc voilà, on est en moyenne à 2,1 jours par semaine. Et ensuite, après, il y a aussi les modalités. Est-ce qu'on peut choisir son jour? Est-ce qu'il y a un jour imposé en entreprise? Donc toute une réflexion sur l'organisation du mise travail. En place. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans l'exemple précédent, enfin qui portait sur la semaine de 4 jours, moi c'est pas la semaine de 4 jours qui m'a intéressée, c'est la posture de ce chef d'entreprise qui lui s'interroge vraiment sur la façon dont on travaille dans sa boîte et qui a envie que les gens soient bien et fassent correctement leur travail. Parce que je termine avec ça. La semaine dernière, je suis allée présenter le cahier à des personnes qui travaillent, qui conseillent les entreprises sur leur immobilier de bureau. Et ce qui les intéresse, eux, dans la semaine de 4 jours, c'est de fermer la boîte une journée par semaine et de faire des économies d'énergie. C'est ça, en fait. Donc on n'est pas du tout là sur les mêmes considérations. Non, clairement. Et votre étude, vous avez, je crois, des diapos? Non, pas du tout. Pas de diapos, d'accord. Non, je peux vous le montrer. D'accord. Donc vous avez dit à peu près Si on 45% des travailleurs qui sont en télétravail, 1 ou 2 jours par semaine. Vous l'avez dit le vendredi, c'est ce que Laurent de la Kergerie nous a encore expliqué tout à l'heure. Oui, je peux revenir sur cette question du vendredi, c'est hyper intéressant, parce qu'avant c'était le vendredi et le lundi, et nous ce qu'on voit en Ile-de-France, là c'est un glissement sur le vendredi. Alors on s'est dit, on a fait 2 hypothèses, on ne les a pas vérifiées, soit les gens veulent avoir un week-end plus long, soit aussi, et c'est ce que disait Laurent de la Clergerie, enfin ils se rendent compte, ou Jean-Yves Boulin, je ne sais plus, ils se rendent compte que quand ils viennent au boulot, il n'y a pas assez de monde. Et donc, ils préfèrent finalement, le vendredi, il n'y avait personne. Alors, ceux qui choisissaient le vendredi ont la tentation de laisser tomber pour des questions d'organisation et aussi pour voir... parce qu'ils voient moins dans votre étude, qu'est-ce que vous avez observé sur les collectifs de travail dans le cadre du télétravail? Qu'est-ce que vous avez pu observer? On a abordé le sujet déjà juste avant, mais c'était le cas concret de LDLC. Qu'est-ce que vous avez pu voir sur les collectifs de travail? Alors ça, c'était... il y a 2 anthropologues qui ont écrit sur ce sujet dans le cahier. D'abord, il y a Pascal Pic qui disait qu'en fait, c'est un anthropologue qui travaille sur les singes, mais il fait des c'est un paléoanthropologue. Un paléoanthropologue, ouais, il fait des comparaisons du coup avec le travail. Et lui il disait que l'absence de moments où tout le monde est rassemblé met en péril le socle de valeurs communes indispensables à l'esprit d'équipe. Et je vais citer aussi, j'ai oublié son prénom, Jean-Michel, je crois, Grézy, qui est lui aussi anthropologue, et il disait que l'engagement dans le travail, ça vient de la satisfaction à se sentir en phase avec ses valeurs et être en lien avec les autres. Et du coup, le télétravail, en fait, ça met vraiment en péril ce socle de valeurs communes quand il est trop poussé, donc très peu de monde dans l'entreprise et qu'on est trop mis à distance pour plein de choses, pour la construction de sa propre identité, parce qu'on perd la référence à l'entreprise, parce qu'on est plus isolé, et aussi parce que ces modes de communication à distance, en Teams ou Zoom, ne sont pas du tout les mêmes. On perd la communication informelle, on perd tout le langage qu'on a avec le corps, on se met plus en retrait. Il y a des gens qui sont timides dans les réunions Teams qu'on n'entendra jamais. Et puis parce qu'on est extrêmement figé, en fait. Quelqu'un qui rentre en colère dans une salle de réunion ne sera pas du tout la même chose s'il exprime son sentiment dans une réunion. Alors, on a entendu Denis Maillard tout à l'heure qui parlait de cette jeune femme qui disait « Moi, je veux m'éclater au boulot comme quand je fais la fête avec mes amis ». Vous avez dit, c'est vrai que le télétravail, ça interroge l'expérience collaborateur, parce que c'est de ça dont il s'agit. Comment vous avez entendu des entreprises parler de ça, justement? Elles se posent la question du temps de présence. Comment ce temps de présence, ça devient une expérience collaborateur? Ouais, alors moi, j'avoue, ça c'est un peu personnel, mais ça m'agace, ce genre de jargon, parce que, en fait, je pense que si les gens ont envie de venir au travail, je suis pas sûre que ça suffise, en fait, de faire des temps d'animation un peu festifs
Je pense qu'on a surtout là. Moi, j'ai un prof de maths qui m'avait dit à l'université, c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Choisir un travail, il faut choisir le métier lui-même, ce qu'on va faire, mais aussi une boîte où les collègues sont sympas et où on s'entend bien. Donc en fait, je pense qu'il faut s'interroger plus sur le sens du travail. Pourquoi les gens ont envie de se mettre à distance de l'entreprise, en fait? Quand on a fait des enquêtes, des entretiens qualitatifs sur le télétravail, il y a pas mal de salariés qui ne sont pas bien dans leur travail ou qui ne sont pas bien dans leur bureau. Il y a trop de bruit, il y a une ambiance qui est tendue, on ne leur pose pas assez de questions sur ce qu'ils aimeraient faire ou comment ils voient la marche de l'entreprise. Et c'est plutôt ça, il faudrait s'interroger là-dessus plutôt. Alors sur le sens du travail et puis sur les catégories d'actifs qui ne sont pas touchés par le télétravail. Oui, exactement. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais le télétravail, c'est 63% de cadres en font, 13% d'ouvriers seulement et je crois 30% d'employés. Donc le télétravail, c'est pas pour tout le monde, même s'il y a des entreprises qui font des expériences pour trouver dans des métiers qui a priori doivent être sur place, qui ont une proximité avec des clients, des patients ou autres, pour trouver au sein de ces métiers des tâches qui peuvent être télétravaillables et qu'on peut leur accorder. Mais c'est vrai que le risque, c'est de créer des tensions entre les gens qui peuvent télétravailler et ceux qui ne le peuvent pas. Et c'est vécu comme une injustice supplémentaire, en fait. C'est pour ça que Laurent de la Clergerie, tout à l'heure, a dit qu'il avait mis en place, pour ceux qui ne peuvent pas télétravailler, des primes mensuelles qui puissent finalement compenser cette inégalité. Oui, et puis il a quand même dans son expérience une remise à niveau. Les gens sont plus traités de la même manière. Il y a moins d'individualité. Anne-Sophie Vergne, quand on a préparé cette réunion, vous m'avez dit pour les métiers non télétravaillables, il y a aussi des solutions. Oui, alors moi je m'intéresse justement aux métiers qui sont non télétravaillables, puisque dans ma vie de salarié, j'ai été dans des métiers qui étaient non télétravaillables, donc l'hôtellerie, la restauration, les secteurs qui sont en tension en ce moment. Je m'occupais de l'expérience client, ce qui m'a amené d'ailleurs à aujourd'hui faire de l'expérience client et traiter l'expérience collaborateur avec la même symétrie. Et de dire en fait quid de ces métiers qui sont non télétravaillables, puisque depuis que le télétravail est devenu un dû, un avantage social ou un Graal, on l'appellera comme on veut, pour ceux qui ne sont pas en télétravail, en fait, c'est 2 fois plus important de s'occuper vraiment de l'expérience du collaborateur, c'est-à-dire quelles conditions de travail on propose, quel horaire de travail, quel aménagement de travail. Je prends un domaine que je connais, je me dis c'est quand même malheureux de voir qu'on dédie autant d'espace à des clients, c'est beau, les lustres sont magnifiques, tout est magnifique. Mais alors, en interne, en revanche, on n'a jamais pensé à faire une salle de repos qui ressemble à une salle de repos, une salle de restauration qui ressemble à une salle de restauration, je ne sais pas, une bibliothèque avec quelques livres, mettre un peu de musique dans une salle de repos. Des petites choses qui, certes, ne vont pas changer la vie des collaborateurs, mais je veux dire, au moins quand on n'est pas en télétravail et qu'on se dit, de toute façon, moi, il faut que j'y aille, j'ai pas le choix. Au moins, quand j'ai un moment de pause, que ce soit un vrai moment de pause et qu'on m'accorde cette pause et qu'on ne me dise pas « À propos, tu pourrais revenir parce qu'en fait, il faudrait que tu écourtes ta pause, on a besoin de toi maintenant. » Ben non, en fait, ma pause, c'est ma pause dans un espace qui me donne envie. Et qui Alors vous faites partie de ces salariés qui ont beaucoup donné dans des métiers qui sont assez exigeants, en particulier en matière de service aux clients, de présence aux clients. Vous n'avez pas quitté cette entreprise parce que vous n'aimiez pas votre métier. Vous êtes parti parce que vous n'en pouviez plus. Oui, alors je suis partie parce que je n'en pouvais plus. Alors moi, je n'étais pas en burn-out, comme je dis, je n'ai pas fait de burn-out, je n'ai pas attendu d'être au burn-out. Moi, dans mon livre, je dis j'ai fait un run-out, c'est-à-dire j'ai pris mon courage à 2 pieds et je suis partie parce que je sentais que là où j'évoluais, je ne pouvais plus m'épanouir, que le sens n'y était plus, que le marketing externe était très beau, mais que le marketing interne ne me plaisait pas, que pour moi, la manière dont on parle aux gens, les mots ont un sens, les mots ont une émotion, et je pense que les dirigeants, les managers ne mesurent pas que des mots peuvent être très décourageants, des mots peuvent être très encourageants, en fait, c'est tout ou rien. Donc je ne suis pas partie parce que j'avais autre chose à faire, parce que je voulais faire autre chose ailleurs. Ça a d'ailleurs été la question de mon boss, mais vous partez chez qui? Vous allez faire quoi? Je vous quitte pour moi, en fait. Je n'ai rien de prévu, je n'ai rien dans la tête, mais en tout cas, je sais que là où je suis, je ne suis plus la bonne personne au bon endroit. Et je pense qu'on considère mal, en fait, ces personnes qui ont le courage de reconnaître que là où elles ne sont plus bonnes, en fait. Rester n'apportera rien de plus. Vaut mieux partir, pour moi,
que de rester, d'avoir démissionné dans sa tête. Donc ça a été mon choix. J'encourage pas tout le monde à faire ça, mais en revanche à prendre ses responsabilités et à dire peut-être que le jour où on s'en va, l'entreprise ne doit pas considérer ça comme un désamour. Quelqu'un qui s'en va, c'est pas la persona non grata, c'est faisons-lui un vrai départ. On le fait bien pour les clients. Quand un client s'en va, on lui dit pas tu nous as quittés, ne reviens plus jamais, on te désaime. On lui dit pas ça. On espère le reconquérir, on espère qu'il va revenir, on met de l'énergie dedans. Aujourd'hui, on se pose la question du off-boarding. Est-ce qu'il ne faut pas soigner le départ et se dire peut-être qu'un collaborateur qui s'en va avec une bonne image, il reviendra peut-être finalement, on ne sait pas. Alors ça, c'est un sujet très entreprise. Hein. Et là, on a beaucoup de personnes de la métropole ou des organisations qui n'ont pas du tout, évidemment, le même contexte de travail. Qu'est-ce que vous avez fait de ces mois qui se présentaient à vous après votre départ d'entreprise? Qu'est-ce que vous en avez fait? Puisque finalement, vous êtes parti sans trop savoir vers quoi d'autres. Eh bien, je suis le cas pardon, dont on nous a parlé au début, c'est-à-dire un peu de réflexivité, un temps de réflexivité, un temps pour soi. Donc, j'ai appelé le congé maternité parce que forcément, quand on dit... Donc, maternité. Maternité, c'est ça. Quand on dit je vais prendre un petit peu de temps pour moi, je vais être au chômage, on a l'impression qu'on n'existe plus aux yeux de la société. Quand on est retraité, on existe toujours aux yeux de la société. Quand on est au chômage temporairement, on existe toujours aux yeux de la société. Donc j'ai rendu ça un peu plus sexy, je l'ai marketé. Mais j'ai surtout utilisé cette année pour faire beaucoup de choses. Je me suis formée. J'ai été à des événements comme celui que vous proposez aujourd'hui. D'ailleurs, je m'étonne qu'il n'y ait pas plus de DRH, qu'il n'y ait pas plus de salariés qui finalement soient incités à aller à ce genre d'événements pour ouvrir un peu leur chakra. Voilà, mais peut-être que l'entreprise doit aussi l'inciter et puis dire tiens, est-ce que quand on a du temps, on ne pourrait pas aller à des événements justement qui vont nous nourrir humainement, intellectuellement. Puis ensuite, quand on sera en réunion, on pourra donner des idées en fait. On veut que les gens aient des idées. Pour qu'ils aient des idées, autorisons-les aussi peut-être à avoir du temps pour aller chercher des idées ailleurs. Donc parfois, moi cette année, je parle, dans ce congé maternité, je parle de flânothérapie. Oui, en fait, on ne sait plus s'émerveiller, on ne sait plus prendre le temps de ne rien faire. Alors vous essayez des choses. Vous essayez des choses pendant cette période de réflexivité. Vous dites, je me suis essayé à d'autres métiers, c'est ça. Et vous avez voyagé. Oui. Et vous avez eu l'idée d'écrire votre livre. Et encore une fois, on est sur un chemin, vous ne savez toujours pas ce que vous allez faire. Oui, à ce moment-là, oui. Alors c'est vrai que... Donc c'est vraiment, on parle de réflexivité, c'est vraiment ça, hein, c'est un temps de transformation. Oui, c'est un temps de transformation. C'est un temps où finalement, on a envie de souffler pour redémarrer. Je veux dire, la vie n'est pas une autoroute sur laquelle on roule indéfiniment. S'il y a des aires de repos, c'est bien pour s'arrêter et recharger les batteries. D'ailleurs, la sécurité routière nous dit qu'il faut s'arrêter. Donc, dans la vie professionnelle, pourquoi ne pas faire des pauses? Pendant une année de pause, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Moi, par exemple, c'est vrai que je me suis lancée dans l'enseignement grâce à cette année-là. Je me suis dit, tiens, j'ai du temps, j'aimerais bien enseigner, je sens que j'ai une appétence pour enseigner, tiens, je vais aller voir si je peux. C'est comme une cabine d'essayage, en fait. Pendant cette année-là, forcément, j'ai du temps pour faire des choses que je n'aurais pas le temps de faire si j'étais salariée, puisque je suis en full-time dans une entreprise. Puisque j'ai du temps, comment j'ai envie d'employer ce temps? Donc, j'ai décroché ma première mission de consultante pendant cette année-là. Et alors, moi, je ne vois pas de différence entre le congé de maternité et le congé sabbatique qui est déjà en vigueur. On peut en prendre un si on veut. Quelle différence vous faites? Alors, le congé sabbatique existe depuis très longtemps. La différence, c'est qu'on ne revient pas dans son entreprise. Le congé maternité, c'est un choix de partir et de dire je ne reviendrai pas, ou en tout cas pas, ne m'attendez pas dans 3 mois, dans 4 mois, dans 5 mois. Je ne souhaite pas revenir. Je souhaite prendre un temps de respiration. D'ailleurs, aujourd'hui, Orange parle d'un temps de respiration, Accenture d'un temps de priorité personnelle, comme quoi les nouveaux congés sont peut-être aussi une nouvelle tendance, une piste. Congé de respiration n'existait pas, congé de priorité personnelle n'existait pas, congé de maternité n'existait pas il y a 5 ans. Après, il y a eu le Covid, tout le monde s'est retrouvé en maternité, vous voyez, tout le monde s'est retrouvé en réflexivité. En tout cas, beaucoup de gens plus ou moins heureuses. Plus ou moins heureuse. Voilà. Mais en tout cas, à réfléchir au sens de la vie. Alors, vous êtes aujourd'hui consultante en entreprise. Donc, moi, je serai chef d'entreprise. Je me dis, oh là là, donc on a Anne-Sophie qui va venir chez nous, dire à tout le monde qu'il faut prendre son congé de maternité. C'est dangereux. Oui, c'est dangereux.
Non, aujourd'hui, je prône pas le congé maternité. Enfin, il s'agit pas de prendre des mois pour se faire un congé maternité. C'est en revanche de s'occuper du bien-être des gens, de s'occuper de la tête, de santé physique, santé mentale, s'occuper du bien-être de ses collaborateurs. Moi, mon sujet de prédilection a toujours été l'expérience client. Ça l'est toujours. Finalement, après ce congé maternité, j'ai eu beau chercher une reconversion. Il n'y avait pas de reconversion puisqu'en fait, j'aimais vraiment ce que je faisais. Mais j'aimais vraiment, vraiment ce que je faisais. Mais il m'a fallu, en fait, me confronter à une sorte de vide un peu fertile. Quand j'ai pas mon boulot, est-ce qu'il me manque ? Oui, je me rends compte que ce que je faisais me plaisait beaucoup. Mais en fait, effectivement, je reviens tout à l'heure à ce qu'on disait, c'est l'environnement dans lequel je le faisais qui n'allait pas. L'environnement où on me parlait tout le temps de le temps c'est de l'argent, le temps c'est de l'argent, la rentabilité, le revenu brut d'exploitation, le chiffre d'affaires, le bénéfice. Le temps, c'est de la vie. Je ne sais pas, en fait, j'ai entendu tout à l'heure plein de gens qui disaient le télétravail, en fait, on veut aller en entreprise pour avoir plus de temps de vie. La semaine de 4 jours, on veut retrouver des temps de vie. Donc, en fait, j'ai l'impression que ce soit en télétravail ou en semaine de 4 jours, ce qu'on veut, c'est avoir du temps de vie. Donc, du temps du temps de travail, mais aussi du temps de convivialité. Et en fait, où ces moments, c'est aussi des qualités de moments, des bons moments. Je veux dire, quand je suis en télétravail, pour moi, c'est si je suis en télétravail, derrière mon ordinateur, chez moi, ok, je suis hyper concentrée, je suis très efficace, mais si quand je viens en entreprise, c'est pour être derrière mon écran et puis à bosser, je me dis, dans ce cas-là, je le fais déjà très très bien chez moi, pourquoi je viens en entreprise ? Si je viens dans l'entreprise, c'est pour avoir des moments de partage, c'est pour pouvoir discuter avec les gens, c'est pour être en réunion. Pas à 40, hein, pas à 40, voilà, mais des mini-réunions où on puisse parler des avancements de projet, discuter autour de la machine à café, des moments informels. Si j'ai pas ça, à ce moment-là, oui, le télétravail, c'est full-time. Donc votre métier, c'est d'améliorer la qualité du temps dans l'entreprise pour les collaborateurs ? La qualité des échanges, je dirais. En fait, c'est la qualité du travail, la qualité de l'organisation du travail et la qualité des échanges. Comment on se parle, en fait. Cette communication, je pense que la communication, c'est ce qui embellit les relations. C'est aussi ce qui mène à des conflits et des tensions. Donc, en fait, on ne se rend pas compte que parfois, un mot, un ton, juste l'absence de sourire, fait qu'une discussion qui devait bien se passer tourne au pouchila, en fait. Juste parce que on ne se dit pas les choses correctement, parce qu'on n'ose pas dire les choses parfois. Paris, Pascal je voulais dire sur l'Institut dans lequel vous travaillez, vous observez, vous aussi, des choses sur tout ce qui est espace de travail, c'est-à-dire l'impact, en fait, des espaces de travail sur le travail et les organisations. Du fait du télétravail, vous voulez dire ? Oui. Oui, c'est sûr que ce qui frappe, en fait, c'est que, évidemment, avec le télétravail, les locaux sont moins occupés. Moi, ce qui m'a frappé, c'était la tentation justement des entreprises de se dire on va en profiter pour... c'était latent. Il y avait déjà une tendance à réduire les surfaces de bureaux, à réduire le nombre de bureaux par poste. Et c'est vrai que le télétravail, ça a ouvert la porte à ça, en fait. Dans les grandes entreprises, dans les petites et moyennes, peut-être moins. Et d'ailleurs, elles font moins de télétravail. Et c'est toujours en débat. Donc, ça peut aussi faire bizarrement que... on dit qu'il faut que les salariés soient bien quand ils reviennent, mais quand on a des bureaux qui sont en flex, par grand plateau, ou quand on n'a pas de place attitrée, ça crée quand même énormément de stress, en fait. Et, moi, vous voulez dire le bruit oui, le bruit, pas savoir si on va avoir sa place, obligé de laisser chaque soir ses affaires. Et voilà, donc c'est un peu curieux. On a envie d'avoir plus de temps collectif, mais les bureaux eux-mêmes ne sont pas toujours faits pour ça, puisqu'on a la tentation de réduire les surfaces à 2 bureaux pour un salarié, ce qui donne en fait des organisations complètement dingues, parce qu'il faut tout planifier pour que les gens, quand on a un bureau pour 2 salariés, c'est très compliqué, en fait. Mais si on revient à ce que Anne-Sophie tout à l'heure appelait la symétrie des attentions, c'est-à-dire que vis-à-vis de mes clients quand je suis une entreprise, mes usagers quand je suis une institution, je fais tout pour que ça se passe bien, le service public ou le service de l'entreprise, et je dois me préoccuper aussi du même cadre, la qualité du cadre que j'offre à mes collaborateurs pour qu'ils soient en position d'apporter le meilleur service. Vous le voyez, ça ? Pas tellement, en fait. On l'a pas trop abordé on l'a pas trop abordé dans ce cahier.
Moi, je voulais revenir aussi sur les motifs de satisfaction. Pourquoi les gens aiment faire du télétravail? La première réponse, c'est pour économiser aussi du temps de déplacement. Le trajet. En fait. C'est le trajet, en fait. C'est la toute première. Et après, c'est une meilleure articulation, effectivement, vie professionnelle et vie privée. Et c'est pour ça que cette question du trajet, puisque pour les travailleurs que nous, on appelle essentiels, donc les gens qui doivent être sur site, comme on ne peut pas leur autoriser du télétravail, enfin, c'est pas compatible avec leurs tâches, en fait, on se préoccupe aussi de leurs conditions de logement pour essayer de le rapprocher de l'emploi, en fait, pour leur éviter des déplacements trop longs, mais parce qu'ils seront plus près de leur entreprise. C'est un temps qui compte aussi, évidemment. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions pour nos témoins? Alors, le micro à Maria. Oui, merci beaucoup. Est-ce que vous envisagez une enquête dans quelques années, peut-être, l'effet du télétravail quand on le fait dans des endroits qui ne sont pas indiqués? C'est-à-dire, je télétravaille dans mon sofa-lit ou dans mon lit, mais l'espace, en réalité, c'est le même espace où je fais le reste de ma vie privée. Oui, complètement. Mais là, on en parle déjà dans cet ouvrage. Et en fait, c'est vrai que les logements, alors surtout dans les grandes agglomérations où le logement est cher, ne sont pas du tout adaptés. Enfin, les personnes qui ont des hauts revenus, bien sûr, peuvent avoir une pièce, voire une résidence secondaire aussi où elles vont aller travailler. Mais pour beaucoup de personnes, le logement n'est pas adapté. Ce qui fait que ça pose aussi des questions d'ergonomie et aussi de porosité, en fait, entre la vie privée et la vie professionnelle. Et il y en a un article d'une personne qui travaille chez Idéal et qui dit on n'a pas encore eu cette réflexion sur la construction du logement lui-même, sur son architecture, pour accueillir le travail à la maison. Et les questions d'énergie aussi, on n'en a pas parlé, mais la facture énergétique, elle se reporte sur les salariés, en fait. Et quand il a fait très froid, il y a des gens qui sont revenus travailler pour être au chaud dans l'entreprise, parce que ça coûte cher. Et c'est pas toujours pareil pour la chaleur. Hein. Et pareil pour la chaleur, oui, exactement. Ouais. Donc oui, c'est une question qui est très intéressante. Une autre question? Une autre question? Oui, au fond. Merci beaucoup. Je voulais parler aussi du choix du salarié de pouvoir ou ne pas pouvoir libérer du temps, en fait. Enfin, je pense aux métiers en tension où on manque de bras, aux hospitaliers. Je pense aux personnes qui sont dans un secteur d'activité où ils ne peuvent pas être à plein temps parce que ça n'embauche pas à plein temps. C'est que c'est que très morcelé. Et du coup, et puis voilà, vous parliez aussi des conditions aussi à la maison de pouvoir télétravailler dans des conditions confortables où on n'a pas de pièces supplémentaires parce que le coût du loyer ou à l'achat est impossible pour avoir suffisamment d'espace pour déléguer un espace à la maison pour ça. Donc voilà, c'est comment tout ça s'organise quand on n'a pas le choix en fait. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut répondre à ça. C'est une sacrée question. Quand on n'a pas le choix, il y a quand même, les organisations doivent justement, je pense que les temps de réflexion comme cela sont faits pour interroger, pour au moins déjà pour poser la question. C'est-à-dire déjà, ne serait-ce que de parler du sujet, c'est déjà le faire exister. Après, bon, voilà, faut passer à l'action. Mais il est clair que ces métiers invisibles, ces métiers qui sont essentiels, ces métiers dont on ne pourrait pas se passer, finalement, on s'intéresse beaucoup aux cadres, c'est super, mais c'est vrai que ces gens-là, moi je suis au contact de ceux qui sont dans l'hôtellerie et la restauration, je vous jure que la passion ne suffira plus, je veux dire, à un moment, les gens ne voudront plus aller, ils voudront plus avoir des horaires coupés, ils voudront plus avoir des pauses de 5 minutes, ils voudront plus travailler sans avoir 2 jours de congé minimum consécutifs, alors que là, nous, on parle de la semaine de 4 jours. Il faut s'imaginer qu'il y a des gens, ils n'ont même pas de 2 jours consécutifs. Oui. Alors, je voulais peut-être que Pascal a des éléments là-dessus. Ce qu'on a commencé à observer, donc là je sors un tout petit peu de ma posture d'animatrice, ce que j'ai pu observer, c'est que des entreprises commencent à financer des abonnements dans des tiers-lieux qui sont plus près du domicile pour éviter, en fait, par exemple, quelqu'un qui habite à l'extérieur de Lyon, qui est employé dans une entreprise au nord de Lyon, on va lui dire finalement tu fais que la moitié de ton parcours, le quart de ton parcours, tu trouves
un tiers-lieu où tu vas pouvoir télétravailler sans te taper le trajet jusque chez nous et sans rester chez toi si c'est inconfortable. Et on commence à avoir des entreprises qui négocient des accords en ce sens. Est-ce que, Pascal, vous avez commencé à le voir, ça? Oui, alors nous, la question des tiers-lieux, ça nous occupe beaucoup, ne serait-ce que parce que la région Île-de-France, elle avait décidé de créer 1000 tiers-lieux en zone rurale. Oui. Alors les tiers-lieux, ils sont très occupés, pour l'instant très pratiqués par des indépendants, par des libéraux, et pas trop par les salariés. Moins par des salariés. Moins par les salariés. Et pourtant, la surprise que j'ai eue quand on a suivi des chercheurs sur le cahier, là, c'était moi, je voyais pas l'opportunité du tiers-lieu pour les salariés, parce que je me disais, on a déjà l'entreprise, le domicile, encore un troisième lieu. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, c'est difficile de travailler à la maison en raison des conditions du logement, et peut-être aussi parce que l'ambiance familiale est difficile, par exemple. Quand on a... Mais il y a des expériences entre Chambéry et Grenoble, par exemple, où il y a beaucoup de circulation automobile. Et en fait, il y a des tiers-lieux qui se sont construits sur cet axe pour permettre aux uns et aux autres de ne pas faire la pendule complète. Donc c'est d'abord, en fait, des préoccupations de trafic, de mobilité, qui ont poussé la réflexion des entreprises là-dessus. Il faudra voir si ça fonctionne. Là, il y a des grosses boîtes de tiers-lieux comme WeWork qui se cassent la gueule en ce moment parce que ça ne marche pas si bien que ça. Et dans les enquêtes, on voit que le désir de travailler dans un espace de coworking, il diminue. Il est plus fort chez les jeunes. Oui. Donc, c'est pas gagné. C'est très récent. Bon, c'est une piste. C'est une piste. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Non. Alors écoutez, il me reste à vous remercier beaucoup. Anne-Sophie Verne, Pascal Leroy.